Le 10 octobre 2025, un verrou hydraulique tombe au Sahel. En moins de 24 heures, la fermeture fait surgir deux chiffres qui se contredisent, environ 30% d'eau en moins dans des zones clés et une souveraineté soudain revendiquée au prix d'un choc immédiat. Que change réellement ce geste pour l'État, les marchés et les foyers, selon Ibrahim Traoré, quand l'eau devient l'axe d'un bras de fer global? Ce n'est pas seulement une pénurie, c'est un test. La promesse de cette analyse est simple: comprendre ce que la fermeture de la rivière Sahel change vraiment, au-delà du choc et des commentaires à chaud. Le bénéfice pour le lecteur tient en une phrase: lire les impacts sans slogan, avec une grille concrète. L'enjeu central est double. D'un côté, mesurer ce que le Burkina Faso peut gagner en souveraineté effective lorsque le contrôle d'une ressource vitale cesse d'être piloté depuis l'extérieur. De l'autre, estimer ce qu'il risque de perdre en stabilité économique, sociale et diplomatique si la transition se révèle trop brutale. Ce basculement ne concerne pas seulement l'eau, il touche des chaînes logistiques, des routines de maintenance, des circuits de données et la confiance des marchés. La question n'est donc pas de juger une posture, mais d'examiner une capacité, transformer une rupture politique en compétence durable de gouverner. Chaque décision prise après le 10 octobre redéfinit l'équilibre entre autonomie nationale et interdépendance régionale, et c'est ce fil précis, mesurable, vécu qui sera suivi pas à pas. En moins de 24 heures, la fermeture de la rivière Sahel a révélé une dépendance plus profonde que prévu. Les premières données ont montré une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés, transformant une décision politique en crise opérationnelle immédiate. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au cadre qui le rend possible. Depuis plus de 70 ans, la gestion des infrastructures hydrauliques majeures reposait sur des entreprises étrangères, avec des contrats techniques, des flux de données et des chaînes de décision largement délocalisées. Cette architecture fournissait une stabilité apparente. Tant que le pilotage externe fonctionnait, la continuité semblait acquise. Mais cette continuité avait un prix discret. Une souveraineté formelle de l'État coexistait avec une souveraineté fonctionnelle limitée, parce que les compétences, les procédures et une partie des informations critiques s'accumulaient hors du périmètre national. La décision annoncée le 10 octobre 2025 rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré ne suspend pas seulement un flux de il interrompt un circuit de contrôle, de maintenance et d'arbitrage qui liait le Burkina Faso à des acteurs extérieurs. Le choc initial n'est donc pas un simple accident technique. Il ressemble à la conséquence logique d'un système conçu pour fonctionner sans alternative locale immédiatement prête. C'est ce contexte qui explique la rapidité des perturbations. Quand l'approvisionnement chute, la crise ne se limite pas à la distribution. Les prévisions agricoles deviennent plus incertaines, certaines coordinations logistiques se grippent et la capacité à anticiper se réduit, parce que des routines entières dépendaient d'un pilotage continu. L'événement agit alors comme un révélateur. Il expose ce qui était invisible tant que l'infrastructure restait stable. Mais ce dévoilement ouvre aussi un espace inédit. Il force un diagnostic que des années de gestion externalisée avaient repoussé et transforme la souveraineté en une série de problèmes concrets à résoudre. Qui contrôle, qui maintient, qui arbitre, avec quelles données et selon quelles priorités? La question centrale devient précise. Cette mise à nu brutale des failles est-elle un passage obligé pour reconstruire un contrôle durable ou un risque excessif pris sans filet? Dans les jours qui suivent la fermeture, la crise prend un visage concret. Elle ne se lit plus seulement dans des communiqués, mais dans des gestes quotidiens, visibles à l'échelle des quartiers et des villages.
À Ouagadougou, dans la zone de Tangine, des habitants se regroupent autour des points d'eau encore fonctionnels. Des comités informels se forment sans attendre d'instructions. Ils fixent des horaires, imposent des règles de partage et donnent la priorité aux familles les plus exposées. L'objectif n'est pas de défier l'État, mais de combler un vide opérationnel immédiat, le temps que les circuits officiels se réorganisent. Cette organisation urbaine agit comme un amortisseur. Elle réduit les ruées désordonnées, limite les tensions visibles et transforme une pénurie potentiellement explosive en gestion collective provisoire. La solidarité n'efface pas le manque, mais elle ralentit sa capacité à devenir conflit. Dans un contexte où l'incertitude alimente les marchés et les rumeurs, cet ordre local devient un outil de stabilité. En milieu rural près de Kongoussi, la dynamique suit une autre logique. Des producteurs agricoles réactivent d'anciens canaux d'irrigation laissés à l'abandon depuis des années. Ces systèmes plus rudimentaires, moins dépendants des réseaux centralisés, permettent de préserver une partie des cultures et d'éviter une rupture totale de la production. Ce n'est pas une innovation spectaculaire, mais une réappropriation de solutions adaptées, souvent oubliées, parce que l'infrastructure centrale rendait ces efforts inutiles. Ces microscènes dessinent un personnage collectif, une population qui n'attend pas seulement des réponses venues d'en haut. La décision associée à Ibrahim Traoré agit ici comme un déclencheur indirect, exposant à la fois les fragilités et des capacités d'adaptation longtemps sous-estimées. Et l'enseignement immédiat est clair. Sans organisation locale, la rupture devient instable. Avant l'aube, l'eau suivait un ordre ancien, stable en apparence, dépendant en profondeur. Après l'aube du 10 octobre 2025, cet ordre se brise et le pays entre dans une séquence accélérée où chaque minute compte. Tout commence par une prise de contrôle. À 06h12, des techniciens burkinabés arrivent aux principales stations hydrauliques de la rivière Sahel. Ils ne viennent pas seuls, ils sont escortés par des unités militaires. Le geste est opérationnel, visible, immédiat. Ce n'est pas une annonce, c'est une action. Dans la foulée, la chaîne de coordination se fragmente. L'eau n'est pas encore le premier verrou qui cède. C'est l'architecture de contrôle. Les routines de maintenance changent de main. Les procédures de décision se raccourcissent. Et, surtout, certaines dépendances apparaissent d'un coup. Le détail qui surprend le plus n'est pas un robinet à fermer, ce sont les données. Les informations météorologiques, jusque-là gérées par des entreprises européennes, cessent de fonctionner. Ce point semble technique, il est stratégique. Sans flux de données fiables, la planification devient d'un pari. Les prévisions agricoles perdent en précision. Les arbitrages entre quartiers, usages et priorités deviennent plus risqués. La crise prend une autre dimension. Elle touche la capacité d'anticiper. À 08h30, la confirmation publique tombe. Ibrahim Traoré valide l'opération. Le geste devient un message. À l'intérieur, il se lit comme une réappropriation. À l'extérieur, il se lit comme une rupture. Et, dans les deux cas, il déclenche une bataille de récits. À l'international, les réactions se durcissent puis des voix occidentales évoquent des sanctions économiques. D'autres parlent de suspension de prêts. La pression sur les circuits financiers est mentionnée. Dans certains commentaires, le mot sabotage circule, pas comme preuve, comme cadrage. Le Burkina Faso se retrouve au centre d'une confrontation, imprudence dangereuse ou souveraineté nécessaire. Cette confrontation n'attend pas l'enquête, elle avance au rythme des intérêts. À l'intérieur, l'ambivalence domine. Un soutien populaire se manifeste. Mais l'adhésion symbolique cohabite avec l'inquiétude pratique, parce que l'eau manque vite et de manière inégale, parce que les réseaux d'approvisionnement, habitués à des routines sécurisées, doivent improviser, parce que les marchés n'attendent pas les explications,
Ils réagissent à l'incertitude. Puis viennent les répliques. Les jours suivants installent deux mouvements simultanés. D'un côté, les perturbations s'étendent. L'eau manque davantage dans certaines zones. Les prix se tendent. La nervosité augmente. Les acteurs économiques évaluent le risque d'isolement et de ralentissement. De l'autre, la société s'organise. Des comités de quartier apparaissent, des horaires se mettent en place. Des règles se négocient, des campagnes réhabilitent des canaux, des solutions provisoires se multiplient. Cette auto-organisation agit comme un tampon. Elle évite l'effondrement local, mais elle ne remplace pas une architecture nationale stable. Elle gagne du temps. Elle ne fabrique pas encore une continuité. La séquence ressemble alors à un basculement en trois temps. Prise de contrôle, confirmation politique, propagation des effets. La question n'est plus de savoir si l'impact existe. Il est visible. La question devient plus exigeante. Le pays peut-il transformer cette rupture brutale en trajectoire maîtrisée sans perdre l'essentiel en route? Avant la fermeture, l'approvisionnement en eau reposait sur un flux continu, centralisé et relativement prévisible. Après le 10 octobre 2025, il devient fragmenté, instable et soumis à des arbitrages locaux. Cette bascule peut être discutée politiquement, mais elle se mesure aussi avec quelques indicateurs disponibles, imparfaits mais révélateurs. L'objectif n'est pas d'empiler des chiffres, mais d'utiliser des repères pour cadrer l'ampleur du choc et la nature des dépendances que la décision a mises à nu. Le premier indicateur est le plus direct, la baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en éco observé dans plusieurs zones clés. Ce recul retire près d'un tiers du volume habituel aux usagers. Pris au sérieux, ce chiffre ne dit pas seulement il manque de l'eau. Il dit qu'un système conçu pour fonctionner tant que le pilotage externe est actif perd immédiatement une partie substantielle de sa performance dès que ce pilotage est interrompu. L'effet est structurel, pas marginal. Il oblige l'État à hiérarchiser des usages qui, auparavant, coexistaient dans une forme d'automatisme. Distribution urbaine, besoins agricoles, services essentiels, continuité des activités économiques. En d'autres termes, une baisse de cet ordre transforme l'eau en espace de décision politique quotidienne et non en service garanti. La pénurie, ici, n'est pas un simple manque. Elle devient un mécanisme qui déplace la question de la souveraineté vers le terrain concret de l'allocation. Le second indicateur élargit immédiatement le champ. La hausse d'environ 20% du prix du carburant dans les jours suivant la décision. Cette hausse renchérit transport, production et coûts urbains en cascade. Ce chiffre compte parce qu'il relie la crise hydrique à un multiplicateur économique. Quand l'eau devient rare et l'énergie plus chère, chaque activité dépendante de la logistique subit d'une double pression. Acheminer des biens devient plus coûteux. Les prix se répercutent sur le marché et les ménages absorbent l'impact par une baisse de pouvoir d'achat. Dans ce contexte, la tension ne se limite pas au robinet. Elle entre dans les marchés, dans les comportements d'épargne, dans la perception du risque. Le carburant est ici un révélateur de vitesse. Il montre à quel point l'incertitude se transforme rapidement en coût, même avant que des mesures administratives ou diplomatiques ne produisent leurs effets complets. La crise devient alors un test de résilience globale, pas seulement hydraulique. Le troisième repère est moins spectaculaire, mais il éclaire les deux premiers. Plus de 70 ans de gestion hydraulique confiée à des entreprises étrangères. Cette durée longue explique l'absence d'alternatives locales immédiatement prêtes. Ce n'est pas un argument moral ni une condamnation automatique, c'est un contexte opérationnel. Un système externalisé pendant des décennies produit de la stabilité, mais il organise aussi une érosion progressive des capacités internes. Compétences techniques, routines de maintenance, culture de la donnée, procédures de décision. La conséquence est presque mécanique.
Lorsqu'une reprise de contrôle est décidée, elle est forcément coûteuse au départ parce que les briques qui rendent l'autonomie fluide ont été déplacées ailleurs. La souveraineté, dans ce cadre, n'est pas une déclaration, c'est un ensemble d'aptitudes qui se construisent et s'entretiennent. La décision associée à Ibrahim Traoré met brutalement en lumière cette différence entre souveraineté formelle et souveraineté fonctionnelle. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une trajectoire plus claire. Le choc est réel et mesurable à court terme. Moins d'eau, plus de coûts, plus d'incertitudes. Mais ils montrent aussi que la rupture révèle des dépendances anciennes, donc qu'une transition douce aurait été difficile à obtenir sans un diagnostic forcé. Les chiffres ne tranchent pas le débat politique. Ils encadrent les options. Ils indiquent quand que l'objectif de contrôle national exige une reconstruction technique, financière et organisationnelle, et que la question la plus opérationnelle n'est pas fallait-il rompre, mais comment réduire rapidement l'écart sans recréer une dépendance équivalente sous une autre forme. La fermeture de la rivière Sahel a cristallisé un clivage net parmi les observateurs. Les arguments se répondent, parfois avec vigueur, et chacun paraît solide tant qu'il est pris isolément. Pour éviter la caricature, il faut examiner ces deux lectures de manière symétrique, puis les relier par ce que les faits disponibles permettent réellement d'affirmer. Une première lecture insiste sur le risque jugé excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture décidée par Ibrahim Traoré ressemble à une prise de risque disproportionnée. Leur raisonnement suit une logique simple. Couper un flux vital sans solution technique pleinement opérationnelle expose le pays à une contraction économique durable. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau fragilise les ménages urbains, perturbe l'agriculture et impose des arbitrages difficiles. La hausse d'environ 20% du prix du carburant amplifie l'effet en renchérissant transport et production. À cela s'ajoute la menace de sanctions et de suspension de prêts qui pourraient réduire l'accès au financement et accroître l'incertitude. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée coûte immédiatement cher et l'addition pourrait s'allonger si la transition s'enlise. Une seconde lecture met en avant l'idée d'une nécessité historique. À l'inverse, une partie des acteurs africains et de la société burkinabé soutient que la rupture était inévitable. Maintenir une infrastructure hydrique pilotée de l'extérieur reviendrait, selon eux, à accepter une dépendance structurelle indéfinie. Les coûts de court terme sont reconnus, mais interprétés comme le prix d'une émancipation durable. Les initiatives locales apparues après la fermeture, comités urbains, réactivation de canaux ruraux, sont citées comme preuve d'une capacité d'adaptation sous-estimée. Dans cette perspective, la douleur immédiate n'est pas un échec, mais une étape de réappropriation. Relier ces deux positions exige une réponse étayée. Les données disponibles confirment qu'il existe un choc économique et social réel, donc que l'argument du risque n'est pas imaginaire. Mais elles indiquent aussi que plus de 70 ans de gestion externalisée rendaient toute transition nécessairement brutale, ce qui renforce l'idée d'une rupture difficilement évitable. Le débat ne se réduit donc pas à prudence contre audace. Il porte sur la capacité à transformer un geste politique en processus maîtrisé, réduire les coûts sans renoncer à l'objectif de contrôle national. La véritable ligne de fracture n'est pas entre rupture et statu quo, mais entre rupture improvisée et rupture accompagnée. Un détail change tout. Ce qui semblait n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées mais immédiatement concrètes. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité, ni d'un investissement massif, il vient d'une redistribution forcée des responsabilités.
déclenchée par l'urgence. À ce stade, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il devient un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent arbitrer, coordonner et faire respecter des règles, même sous contrainte. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un opérateur lointain, mais conditionné par des choix qu'ils participent en eux-mêmes à définir. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. La souveraineté n'est plus une abstraction, elle devient une compétence à exercer, à apprendre, à corriger. Le point médian est cela. La crise n'est plus seulement subie, elle commence à être appropriée. La question devient plus exigeante. Le pays peut-il structurer ce pouvoir diffus avant qu'il ne s'épuise? Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils se déclinent selon les acteurs, leur marge d'action et leur exposition au risque, dessinant une cartographie précise des fragilités immédiates et des gains potentiels. Ce qui se joue n'est pas seulement une pénurie, c'est une redistribution de responsabilités, de coûts et de pouvoir à plusieurs étages. Du côté de l'État, la conséquence la plus visible est la pression sur la coordination. Une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau oblige l'administration centrale à arbitrer entre usages concurrents, parfois à un rythme quotidien, services essentiels, besoins urbains, activités productives, continuité minimale des infrastructures. Dans le même temps, la décision associée à Ibrahim Traoré renforce une légitimité symbolique auprès d'une partie de la population, parce qu'elle matérialise l'idée de reprise de contrôle. Mais cette légitimité devient conditionnelle. Elle dépend désormais de résultats opérationnels. Si la transition s'enlise, le capital politique peut s'éroder aussi vite qu'il s'est constitué. Du côté des entreprises, l'impact est d'abord logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant renchérit les transports, augmente les coûts de production et réduit les marges. Les secteurs dépendants de flux réguliers, agroalimentaire, transport, distribution, sont les plus exposés. À court terme, l'incertitude freine certains investissements et pousse à reporter des décisions. Mais la rupture ouvre aussi un espace à de nouvelles opportunités locales. Maintenance, solutions alternatives de distribution, services de proximité, adaptation technique. Le tissu économique se polarise alors entre ceux qui absorbent le choc et ceux qui parviennent à en tirer un avantage, souvent à petite échelle. Du côté des citoyens, la crise se traduit par des ajustements concrets. En zone urbaine, la rareté de l'eau impose de réorganiser les routines domestiques, de rationner et de dépendre davantage des réseaux de solidarité. Les comités de quartier limitent les conflits ouverts, mais ils signalent aussi un transfert de responsabilité. L'accès à l'eau devient un enjeu collectif à gérer, non un service acquis. En milieu rural, l'effet Tessot est contrasté. Certaines communautés maintiennent une partie de la production grâce à des canaux réhabilités, tandis que d'autres restent vulnérables. Partout, la pénurie transforme la ressource en sujet de débat public parce que chacun ressent la différence entre un système qui fonctionne et un système qu'il faut gouverner. Du côté de la région, enfin, l'équilibre géopolitique se déplace. Les pays voisins observent attentivement, entre crainte d'instabilité et intérêt pour un précédent. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la transition s'organise, elle peut inspirer d'autres initiatives. Si elle échoue, elle renforcera les arguments en faveur du statu quo et du pilotage externe. Dans ce contexte, le geste d'Ibrahim Traoré produit un effet au-delà des frontières. Il oblige les acteurs régionaux et internationaux à recalculer leurs attentes, leurs pressions et leurs marges de négociation. Ces quatre lectures se convergent vers un même constat. La fermeture crée des coûts immédiats, mais elle redistribue aussi le pouvoir et les responsabilités.
La question n'est plus abstraite. Elle est mesurable, vécue et discutée à chaque niveau de la société. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles servent à structurer les choix possibles en distinguant ce qui dépend de la coordination interne, de l'environnement diplomatique et de la capacité à apprendre vite sous contrainte. La variable décisive n'est pas la rupture elle-même, mais la manière dont elle est accompagnée. Premier scénario, dit de base, stabilisation sous contrainte. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso parvient à limiter les effets les plus graves de la baisse d'approvisionnement. Des audits techniques avancent, des réparations ciblées réduisent les pertes et les dispositifs locaux de gestion se normalisent. Les tensions diplomatiques persistent, mais sans sanctions généralisées. L'accès au financement reste difficile sans être totalement fermé. L'inflation demeure élevée, notamment via l'énergie, mais se stabilise. L'activité économique reprend lentement, dans une atmosphère d'incertitude contrôlée. Ce scénario suppose une coordination constante entre l'État et les collectivités, et une capacité à transformer l'urgence en routine plus fiable. Deuxième scénario, plus optimiste. Réorganisation accélérée et ouverture régionale. Ici, la crise agit comme catalyseur. Les capacités locales se renforcent plus vite que prévu, soutenues par des investissements ciblés et des partenariats régionaux. Des mécanismes de coopération hydrique émergent avec des pays voisins, favorisant la mutualisation de données et de bonnes pratiques sans retour à une dépendance unilatérale. Des solutions techniques sobres, canaux gravitaires, systèmes solaires, maintenance de proximité, réduisent progressivement la vulnérabilité. La crédibilité interne s'améliore parce que les résultats opérationnels deviennent visibles et la gestion de l'eau se transforme en levier de stabilité. Ce scénario repose sur une convergence rare, volonté politique, expertise technique et coopération pragmatique. Troisième scénario, plus pessimiste, enlisement et isolement progressif. Dans la trajectoire la plus défavorable, les infrastructures continuent de se dégrader et les mécanismes d'entraide s'essoufflent. Les sanctions se durcissent ou les suspensions de prêts se prolongent, réduisant l'accès aux importations stratégiques et au financement. Les pénuries persistent, les prix restent sous tension et la fatigue sociale s'installe. Les initiatives locales atteignent leurs limites faute de relais nationaux et la crise hydrique se transforme en crise de gouvernance plus large. Dans ce scénario, la rupture initiale produit moins une transition qu'une fragilisation durable. La recommandation de penser est prudente. Investir dans des capacités adaptatives plutôt que dans des paris irréversibles. Si les décisions privilégient de la flexibilité, apprendre, corriger, coordonner, alors même un choc sévère peut devenir une étape de transformation maîtrisée. La question centrale reste ouverte. Quel degré de discipline collective permettra d'éviter que l'urgence ne devienne un nouvel ordre permanent? Pour le public urbain, l'enjeu se traduit d'abord par une adaptation quotidienne. Les coupures d'eau imposent de réorganiser les horaires, de mutualiser les réserves et de renforcer des solidarités de voisinage. Cette contrainte crée aussi une nouvelle visibilité. Ce qui semblait acquis devient fragile, et la gestion d'un service essentiel cesse d'être un arrière-plan. Dans ce contexte, l'attention se déplace vers des gestes simples mais décisifs. Savoir où s'approvisionner, respecter des règles communes, éviter les ruées qui déclenchent des tensions inutiles. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente. Les petites entreprises subissent la volatilité des coûts et l'irrégularité des flux, ce qui freine l'investissement et fragilise l'emploi. Certaines activités dépendantes de la continuité logistique doivent réduire leur cadence ou ajuster leurs prix.
Mais le choc ouvre aussi un espace à des solutions de proximité. Services de maintenance, distribution alternative, innovation sobre, réorganisation des circuits courts. La crise agit comme un filtre. Elle révèle les modèles trop dépendants et valorise ceux qui peuvent s'adapter rapidement. Pour les communautés rurales, l'impact est plus direct encore. L'eau conditionne la production agricole et la sécurité alimentaire. La réactivation de canaux d'irrigation anciens montre une capacité d'ajustement, mais elle exige du temps, de l'effort collectif et une coordination minimale. Ces communautés deviennent des laboratoires vivants de transition. Chaque succès ou échec se mesure immédiatement dans la récolte, dans les revenus, dans l'équilibre social. Enfin, pour les jeunes et les acteurs civiques, la séquence peut servir de catalyseur d'engagement. L'organisation des points d'eau, la CEE, la médiation lors des rationnements et l'entraide transforment une situation de stress en expérience de responsabilité partagée. Cet engagement ne résout pas les défis structurels, mais il renforce le tissu social. Deux gestes simples émergent pour le lecteur: s'informer au-delà des slogans et soutenir les initiatives locales crédibles. Ces actions modestes, répétées, aident à transformer une contrainte collective en apprentissage durable. La transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisibles, coordonnées et mesurables. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'intention politique, mais l'exécution. Qui fait quoi, quand et comment vérifier que la souveraineté proclamée devient une capacité opérationnelle? Pour commencer, il faut auditer et sécuriser techniquement le réseau. Dans les 6 prochains mois, un audit national complet doit identifier les points de rupture, les dépendances technologiques et les pertes critiques. L'objectif est de hiérarchiser les interventions, stabiliser d'abord les stations clés, puis réduire les interruptions non planifiées. La mesure de réussite est concrète: baisse progressive des coupures imprévues et amélioration de la continuité dans les zones les plus exposées. Ensuite, il faut reconstruire des capacités locales de données et de maintenance. Il faut former rapidement des techniciens capables d'exploiter des informations hydriques et climatiques sans relais externes et de maintenir les équipements avec des procédures maîtrisées. Ces programmes doivent être courts et orientés vers l'application. Le critère d'évaluation est simple: passer d'une réaction tardive à une anticipation minimale, notamment dans la planification des distributions et des réparations. Puis vient la nécessité de structurer la coordination territoriale. Les comités citoyens, apparus dans l'urgence, doivent être intégrés à un cadre clair: niveau de décision, règles de priorité, mécanismes de médiation. Cela réduit les conflits et stabilise la gestion quotidienne. La réussite se mesure par la diminution des tensions locales et par la régularité des arbitrages. Enfin, il devient possible d'ouvrir une coopération régionale maîtrisée. Des mécanismes légers avec les voisins du Sahel peuvent mutualiser données et bonnes pratiques sans recréer une dépendance unilatérale. Enfin, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route doit rester publique et suivie par indicateurs pour transformer une rupture en trajectoire gouvernable. À Tanguine, les seaux alignés au petit matin sont devenus plus qu'un objet domestique. Ils rappellent les premiers jours de la fermeture, lorsque l'eau a cessé d'être un service silencieux pour devenir une décision à partager. Dans ces fils improvisés, la souveraineté n'a pas la forme d'un slogan. Elle se lie dans la discipline d'un horaire, dans l'acceptation d'une règle commune, dans la fatigue contenue d'une foule qui apprend à tenir ensemble. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a forcé le pays à regarder en face ses dépendances, ses fragilités, mais aussi ses ressources invisibles.
des réflexes d'organisation, des savoir-faire oubliés, des solidarités capables d'amortir un choc avant même que l'État ne stabilise ses routines. Les comités de quartier et les canaux réhabilités ne sont pas des solutions définitives, mais des signaux. Ils montrent que la crise a déplacé la responsabilité vers le terrain, là où l'on ne peut plus tricher avec le réel. Le récit n'est pas celui d'une victoire ou d'un échec. Il est celui d'un apprentissage sous pression, où chaque geste ordinaire redessine une trajectoire nationale. Une souveraineté réelle commence par un effort partagé. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une décision gouvernementale. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société et un test pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Chaque acteur, citoyen, responsable local, entrepreneur, analyste, se retrouve face à une même exigence: accompagner une transition sans la réduire à un affrontement idéologique. Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. D'un côté, la tentation du jugement hâtif qui transforme une crise complexe en récit simple. De l'autre, la possibilité d'un apprentissage collectif, imparfait mais progressif, où l'on accepte l'idée qu'un pays puisse expérimenter, se tromper, corriger et persister. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande ni adhésion aveugle ni rejet automatique. Elle demande une attention informée, critique et constante, fondée sur les effets réels plutôt que sur les mots. Soutenir ce processus peut prendre des formes modestes, relayer des analyses rigoureuses, valoriser les initiatives locales efficaces, refuser les récits simplistes qui masquent la complexité et surtout rester disponible au dialogue, parce que c'est là que la souveraineté cesse d'être un mot pour devenir une pratique. La question reste ouverte. Sommes-nous pressés à observer et comprendre plutôt que condamner ou idéaliser?